Alors, c'est un habitué des bistrots, mais aussi de culturel. Pierrick Bourgault, bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes l'auteur de ce nouvel opus, Voyage dans les bistrots de l'Ouest. Un livre qui mêle écrit et photographie. Et un livre, j'allais dire, joyeux, positif en tout cas, sur l'utilité, le besoin de faire vivre justement ces bistrots dans l'Ouest. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre ? Alors c'est un voyage sentimental dans des bistrots de l'Ouest, mais surtout en vérité de la Sarthe et de la Mayenne. Un voyage qui commence dans un bistrot de Marigny-Laillé, Loré-du-Bois, il y a une quarantaine d'années. C'était à l'époque un bistrot-jeu, enfin vous voyez, un bistrot avec des jeux électroniques comme on en trouve plus maintenant, et maintenant c'est le smartphone, quoi. Le monde a beaucoup changé. C'était le cœur de vie du village. C'est là que j'ai rencontré plein de gens de la vallée du Loir, et après je suis parti à Jupy, ils m'ont emmené à Jupy, dans d'autres cafés. Je raconte tout ça, quoi. Je raconte toute cette épopée de café en café dans la Sarthe des années 80, et puis bon, j'ai continué à venir, à aller dans d'autres, à suivre ces patrons de bistrot, et puis à en rencontrer d'autres, et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert la Sarthe, en fait, par les bistrots. Par les bistrots. Alors c'est une façon de voyager et puis de revoir l'histoire aussi, parce que chacun a ses anecdotes, et puis il y a des choses qui sont loin d'être justement anecdotiques, qui sont des histoires, alors parfois sur la vie rurale, quand ce sont des cafés dans des petits villages, avec des venues historiques, des personnages hauts en couleur. On pense bien sûr à la fameuse mère Lapipe au Mans, qui est dans le livre également. Bon, je pense qu'elle fait partie du voyage. C'est surtout des rencontres en fait. Ce sont des rencontres avec le tenancier ou la tenancière, qui sont des personnes assez étonnantes, qui passent un nombre d'heures considérable derrière le comptoir, à accueillir les gens, à être là tout simplement. Et on s'est aperçu avec les confinements que les cafés étaient fermés, et on ne savait pas très bien où aller, vous voyez, à part rester dans sa voiture, à part aller dans la rue. C'est ce qui se passe dans les villages qui n'ont plus de café. C'est un peu des villages qui ont perdu leur sourire. C'est quand même le seul endroit où on peut aller sans être invité. Tout à fait. Et passer du temps, rester des heures à écouter les conversations, à parler, à ne rien dire si on a envie. On peut se poser, on peut vraiment prendre contact avec un territoire, rencontrer des personnages ou en couleur, effectivement aussi. Et puis, quand on s'installe dans une ville, aller à la rencontre des autres habitants, se faire des amis ou pas, des connaissances en tout cas. Et puis aussi, vous parlez des cafés-concerts, des endroits où on peut écouter de la musique, écouter les gens parler, mais aussi des artistes officiels ou non se présenter. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important qui a tendance des fois un petit peu à se perdre. Aussi pour des raisons financières, encore plus avec le Covid, mais c'est quelque chose sur lequel vous insistez, sur l'importance aussi de ces soirées. Ah, tout à fait, Chloé. Le café, c'est un peu un couteau suisse. C'est extrêmement simple comme concept. C'est partout pareil dans le monde entier, et ça n'a pas changé depuis l'Antiquité. C'est des tables, des chaises, un comptoir. Le comptoir existait déjà chez les Romains, ça s'appelait le thermopolium, souvent dans des boutiques qui vendaient. Il y en a eu au Mans, il y a des fouilles qui ont découvert un thermopolium de l'époque gallo-romaine à l'emplacement du théâtre. Donc on y est depuis longtemps. Nous, c'est bon, en Sarthe, on a eu ce qu'il faut. Et alors, ce sont des lieux qui servent à tout, en particulier des expositions, mais aussi des concerts. Ce sont des petites salles qui peuvent accueillir des artistes débutants ou des artistes qui continuent chevronnés, mais qui continuent à jouer pour un public proche, parce que c'est vraiment la proximité. C'est assez facile de programmer. Il suffit d'aller voir le patron de la salle. C'est beaucoup plus facile que d'être programmé dans une grande salle de concert, le Zénith local, qui n'est pas sûr que vous ramènerez les 500 ou les 1000 personnes nécessaires pour la billetterie. Donc, c'est aussi une façon de tester des chansons. C'est vraiment un lieu d'expression sans filtre, en fait, un lieu de création, de proximité avec le public. C'est vrai qu'alors, peut-être un petit peu moins maintenant, mais on entendait vraiment beaucoup d'artistes qui disaient avoir testé et avoir fait leur début en chantant, alors dans le métro pour les Parisiens, mais aussi dans les cafés. D'ailleurs, vous avez une pétition en ligne qui circule pour justement défendre l'ouverture de ces cafés, de les aider pour qu'ils restent ouverts, parce que bien sûr, les différents
épisodes de la crise sanitaire ne les ont pas aidés. Et puis, c'est un modèle économique qui est quand même compliqué. S'ajoutent souvent, justement, les jeux, la vente diverse, les relais colis, etc., pour pouvoir survivre au niveau économique. Alors, j'en parle dans ce livre, effectivement, des relais colis qui encombrent un petit peu le baby-foot, oui. les différentes... tout ce qu'on trouve qui encombre de colis. Enfin, ça change le paysage, bien sûr. Mais effectivement, il y a une pétition que j'ai mise en ligne sur monbar.net. Pardon. Une pétition pour dire que c'est important. C'était une pétition à l'origine pour les élections municipales. Une pétition pour dire que c'est important et qu'il faut continuer à soutenir ces petits lieux, que leur modèle économique est complexe, puisque on a quand même le modèle économique rigoureux qui consisterait à rémunérer tout le monde avec des charges sociales, à payer la SACEM, à payer, etc. Toutes les nombreuses taxes, ça aboutit à une billetterie inabordable. Ça rend les choses totalement impossibles. Donc il y a des cafés comme ceux dont je parle dans le livre, comme le Champ Commun à Augan en Bretagne, qui se sont élevés contre ça en disant mais c'est pas possible, on peut pas. Alors les artistes ont besoin d'être rémunérés aussi, c'est important. Ça peut être aussi considéré comme. Il y a plusieurs problématiques en même temps qui sont la création artistique, c'est pas de la mendicité, c'est important qu'il mérite un salaire. Il mérite une rémunération. Sous quelle forme peut-elle avoir lieu ? Parce que si le chapeau, par exemple, est interdit, il doit être transformé en fiche de paye. Oui. Mais transformer un chapeau en fiche de paye... Pardon. À votre santé. Ça implique des frais comptables qui font qu'en fait, ceux qui sont rémunérés, actuellement, ceux qui sont rémunérés, c'est dans ce système-là, c'est la comptabilité, c'est le community manager, la communication, les gens qui font le site internet ou qui gèrent Facebook. Mais on se dit, ah oui, et les artistes là-dedans, comment peuvent-ils trouver leur place ? Et ça, c'est important aussi. Que ça puisse exister. Et c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément la question quand on rentre dans un bistrot pour aller chercher un colis ou juste pour boire une bière, mais il y a tout un... C'est un microcosme, en fait, économique et social et solidaire aussi, puisqu'il y a quand même des gens qui sont... comme vous, attachés au bistrot. Et puis, on le dit souvent, ça fait partie de la vie d'un village, d'une ville, et ça permet de se retrouver et de faire vivre toutes nos jolies villes. Il y en a beaucoup en Sarthe. Je rappelle donc Voyage dans les bistrots de l'Ouest. Et puis, j'invite tous ceux qui nous regardent à, bien sûr, suivre votre site monbar.net et sur les réseaux sociaux où on voit toutes vos aventures et les autres livres sur le sujet. Merci d'être venu parler de ce dernier ouvrage. On vous suivra pour les prochains, bien sûr. Et tout de suite, un autre sujet sur Culturel.